2012. Il y a des années comme ça, tu sais pas pourquoi, mais elles te marqueront toute ta vie. Et étant né en 1998, 2012 est pour moi une année super importante. Et non pas parce qu'il y a un événement marquant dans ma vie, mais en vrai je pense que c'est juste une période de ma vie où tout allait bien. J'ai 14 ans, je suis au collège, j'ai mes potes, je vais au foot aussi. Quand je rentre des cours, j'ai la PS3, donc en vrai, il n'y avait pas de problème vraiment particulier quoi. Et comme on a pu le voir avec ma vidéo précédente sur la musique en 2012, cette année était vraiment marquante pour moi. Des hits de l'été, aux albums de Kendrick et Drake, en passant par les débuts d'une nouvelle génération de rappeurs FR. En vrai, la musique de cette année, elle était purement incroyable. Mais 2012, c'est pas que la musique, mon pote, hein. Loin de là. C'était aussi une année où les jeux prenaient une place grandissante dans nos vies. Et Dieu sait que je me souviens de ces soirées passées sur ma PS3, où chaque nouvelle aventure était un moment de plaisir partagé avec mes potes. Et ce qui est fou, en prenant du recul dans tout ça, c'est que les jeux, c'était pas juste un passe-temps en mode bon bah on se fait chier. Non, en vrai, c'était vraiment un moyen de, je sais pas comment expliquer, mais de s'évader complètement, de rejoindre ses potes pour passer des bons moments et tout. Mais c'était bien plus que juste un passe-temps en gros. En vrai, dans cette période-là, c'était vraiment les débuts des jeux en ligne. Moi, je sais qu'avant, je pouvais pas jouer en ligne et c'est grâce à la PS3 que j'ai pu commencer à jouer en ligne. Et tu passais toute la journée avec tes potes au collège, t'étais collé avec eux, t'attendais qu'une chose, c'est de rentrer pour jouer en ligne avec eux sur FIFA ou sur Call of. Tout cet engouement qu'on a connu ne serait pas arrivé sans une plateforme qui a vraiment boosté tout ça, c'est YouTube. En 2012, YouTube était déjà bien ancré dans nos vies. Mais depuis quelques années, on a vraiment vu apparaître des YouTubeurs spécialisés dans les jeux vidéo. La plateforme a su évoluer et offrir un espace dédié aux gamers. Et ce qui était énorme pour l'époque, c'est qu'elle ouvrait les portes à tout le monde. C'est-à-dire que n'importe quel pélo de cette planète pouvait faire du contenu et créer des vidéos sur YouTube. Et chacun pouvait partager son gameplay, ses astuces ou ses expériences de jeu sans avoir besoin d'un matériel de pro ou d'une grande expérience. Sans avoir besoin de matériel pro, on avait quand même tous envie de s'acheter un Dazzle ou un HD PVR pour faire comme nos youtubeurs préférés, mais ça coûtait la peau des couilles cette merde. Et c'est donc dans ces moments-là que des centaines de milliers de jeunes ont commencé à poster leurs vidéos, transformant leur passion pour les jeux en contenu que d'autres pouvaient apprécier. Et en vrai, cette accessibilité, elle a créé vraiment un vrai phénomène. Et peu importe que t'aies une prod de zinzin ou que t'aies une petite webcam et un truc pour enregistrer ou même que tu enregistres avec ton téléphone, tout le monde pouvait se créer un nom et avoir une communauté qui pouvait grossir de jour en jour. Et s'il y a bien un jeu dans lequel cette dynamique a particulièrement pris de l'ampleur, c'est Call of Duty. Ce titre emblématique a vu émerger des youtubeurs qui se sont démarqués par leur créativité et leur personnalité, baptisant rapidement des communautés fidèles et engagées et devenant des figures presque incontournables de la scène française. Et pour moi, il y avait 4 piliers. 4 piliers, je dirais même 4 dieux du Call of Duty game en France sur YouTube. C'était Wartech, Monsieur le V12, Gotaga et Diablo X9. Putain, je vais chialer sa mère. Mais avant de se plonger dans le parcours de ces légendes, faisons un petit point sur le contexte de l'année 2012. Cette année-là a bien commencé, surtout avec la sortie de Call of Duty Modern Warfare 3 en novembre 2011. Putain, tout le monde se défonçait sur le jeu. Et venez me chercher, j'en ai rien à foutre. Mais moi je vous dis, Modern Warfare 3, c'était le meilleur de tous les opus. Bon allez, ça c'est juste pour les souvenirs. Qui se souvient des maps comme Seatown, Ardat, Fallen, Mission, Lockdown, Résistance et Dome? Et par pitié, n'oublions pas les armes iconiques comme la MP7, la PP90, la Scarel, la CR, le 119A, le MSR, les FMG9 Akimbo. Bande de chiennes, salope. Et en vrai, il y avait énormément d'ajouts comme le mode de jeu infecté et même Call of Duty Elite où tu pouvais créer ou rejoindre un clan. Et Dieu sait que si je vous parle de ça, c'est que j'y ai joué au jeu. Et pendant des heures jusqu'à je ne sais pas quelle heure, en dépit de mon sommeil, et bon ça on s'en fout, j'étais jeune. Par contre, ça aujourd'hui, je peux plus le faire. Jouer jusqu'à 4h du matin, je peux plus. Parce que le sommeil, j'ai 26 ans maintenant, il est très important et je m'en rends compte. Et c'est pour ça que la vidéo est sponsorisée par Emma. Et franchement, Emma, ils ont été très cool puisqu'ils m'ont envoyé leurs produits et j'ai pu tester le matelas hybride de plus. Qui est juste tout simplement une dinguerie. Bon, après, apparemment, c'est pas étonnant puisqu'il a été élu meilleur matelas testé en 2023 en France. Excusez-nous du peu. Pardon? Ce qu'il faut savoir, c'est que le matelas possède une mousse à mémoire de forme, plusieurs couches qui permettent d'isoler vos mouvements et de vous garder au frais avec une bonne circulation d'air. Et tout ça, mine de rien, ça aide beaucoup. C'est-à-dire que moi, comme c'est un truc de mémoire de forme, par exemple, je m'endors comme as, et ben le matelas, il est en mémoire de forme, il se met comme as et tout. Et je me réveille, je suis en mode, je suis yimbe. Là, je l'ai testé, hein. J'étais yimbe, j'étais en mode, oh là, ça c'est lourd ça. Donc si vous voulez améliorer votre sommeil, c'est le moment, parce qu'en plus des matelas, ils ont également des oreillers, du linge de lit, des couettes, et ça a un prix imbattable. Et en plus de ça, tous les produits sont garantis pendant 10 ans, la livraison et le retour sont gratuits, et on a jusqu'à 100 nuits d'essai. Et là, en plus, le timing est parfait, car du 1er novembre au 4 décembre, c'est le Black Friday sur le site, avec des produits pouvant aller jusqu'à moins 50%. Et si ça suffisait pas, avec mon code de la housse, vous avez 10% supplémentaire pour les commandes de plus de 300 € pendant 2 semaines. Encore une fois, merci énormément Emma de pouvoir sponsoriser cette vidéo, et surtout, croyez-moi, moi je l'ai testé, allez-y les yeux fermés, vous allez me remercier plus tard.
On est bon, on peut passer aux 4 loulous. Ce qui était dingue à l'époque, c'est que les 4 étaient sur le même jeu, mais pourtant chacun avait son style, sa personnalité, et on pouvait s'attacher à chacun d'entre eux d'une différente façon. Et commençons par le premier dieu de ce quatuor, je sais pas si ça se dit comme ça, Gotaga. Étonnamment, il a vraiment commencé à développer sa chaîne en 2012. En vrai, en faisant mes recherches, je pensais que Gotha, lui, ça faisait plus longtemps qu'il était sur YouTube. Il a fait des vidéos en 2011 sur Black Ops, mais c'est vraiment en 2012 qu'il commence à se mettre à fond dans la création de contenu sur YouTube. Et c'est donc avec Modern Warfare 3 qu'il commence à être vraiment régulier. Allant des défis mob au couteau ou au sniper jusqu'à même la triple mob en une game, en passant par les gameplays de compétition ou même les conseils pour s'améliorer dans le jeu, dans ce quatuor de légende, Gotha avait vraiment l'image du pro player, celui qui était vraiment dans l'univers e-sport, qu'on suivait surtout pour ses performances. Et honnêtement, pour l'époque, à regarder, c'était incroyable, il était trop fort. On voulait tous être comme Gotha. On voulait même acheter, là, comment ça s'appelait, les scuffs ou les burns, les manettes avec les palettes derrière, alors que nous, on était dégueulasses au jeu, on savait même pas avec une manette toute simple à jouer, alors va rajouter des palettes derrière. Parce que Gotha, lui, il y jouait, il était trop fort, hein. Mais nous, on était nuls, ça servait à rien. Et en vrai, ça tombe bien que je parle de ces deux manettes, parce qu'on retrouvera notre Corentin parler de ce sujet dans la vidéo de notre deuxième grand dieu de l'époque, Monsieur le V12. On a eu le joueur qu'on pète juste avant, là. Là, on a notre tonton un peu beauf. C'était le tonton qui portait des marcelles et des chemises avec le col relevé qu'on aimait bien. Tu sais, il est beauf, il aime bien la voiture, mais on l'aime bien, il est touchant, je trouve. Parce que en vrai, Monsieur le V12, c'est un peu un vieux briscard de YouTube. Hein. Puisqu'il avait commencé en 2010 avec déjà des commentaires de parties sur Modern Warfare 2. Et avec du recul, on se faisait pas trop chier à l'époque. Hein. T'avais juste à brancher ta console, tu mettais ton micro, tu faisais une partie, tu parlais en fond, bam, tu la mettais sur YouTube, et nous, on était contents. Les viewers, ils étaient contents, il nous en fallait pas plus, hein. Maintenant, tu sors des prods à je ne sais pas combien de millions d'euros, tu montes l'Everest et tout. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Nous, on était simples, on se prenait pas la cabessa. On avait Monsieur le V12 qui nous parlait de tutos sur le Space 12. On était très contents, hein. Ah, il nous en fallait peu, nous, hein. Et bien sûr, comme tout le monde, Tonton, en 2012, il était sur Modern 3. Hein. Il nous proposait pas mal de vidéos conseils sur les différentes classes qu'il utilisait, des gameplays où il faisait monter les armes au niveau maximum et des vidéos mythiques telles que les best-of rageux. Et boum! Putain, le bâtard, c'est casse! Et aussi, il a fait quelque chose de nouveau qu'on ne voyait vraiment pas beaucoup à l'époque, c'était de faire des collabs ou des fit and fun, comme on dit aujourd'hui sur YouTube, avec d'autres youtubeurs. Avant, ça se faisait pas de ouf, et c'est pour moi Monsieur le V12 qui a invité des Gotaga, comme on l'a vu, mais aussi le troisième dieu de Call of Duty, Wartek. Et là, mon pote, on rentre dans la quad fine au barrette, le 360 no scope, laisse tomber. Hein. Et nous, à l'époque, tu sais, quand on était à l'école et qu'on jetait une boulette de papier dans la poubelle, on disait Kobe ou LeBron James. Et bah sur Call of Duty, quand tu faisais 3 kills d'affilée au sniper, on disait « Ah, je suis Wartek, mon pote. » Bah ouais, je suis Wartek. C'était ancré en nous. Quand on était bon sniper, on était Wartek. Parce que Wartek, de son vrai nom Anil, il nous a vraiment marqué en tant que joueur de sniper sur le jeu. En vrai, c'était un peu notre fierté francophone à l'époque, puisqu'il faisait partie de la FaZe Clan, la plus grande structure de Call of Duty, principalement basée sur les trickshots et frag movies de ouf au sniper à l'époque. Mais en plus de ces frag movies, en 2011, il se fait connaître pour une série qu'il faisait déjà depuis plus d'1 an, le Top 10 Frag. Et alors qu'il fêtait déjà ses 60 000 abonnés en toute fin 2011, il franchit le palier des 100 000 abonnés le 11 février 2012, avec une vidéo mythique en compagnie d'un petit gars pas trop connu à l'époque. Je me présente, je m'appelle Wartek. Oh, triple shot! J'aime bien jouer avec mon barrette. Mais lui, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo si ça vous dérange pas. Et en vrai, il s'arrête pas là puisque 3 mois plus tard, il fêtera déjà ses 200 000 abonnés. Et pour l'époque, 2012, 200 000 abonnés, prendre 100 000 d'un seul coup comme ça, c'est pas dégueulasse. Je vais pas vous mentir, c'est pas dégueulasse. Et je vous ai parlé du Top 10 Frag là juste avant, mais pendant une période, on voyait plus trop ce type de contenu et il avait disparu. Mais c'était pour mieux revenir. Puisque oui, il reviendra tout début 2012 avec le Top 10 Kills en collaboration avec le dernier dieu de l'époque. Et pas n'importe lequel en fait. Pour moi, le plus grand de tous. Vous voyez bien de qui je parle, s'il vous plaît. Diablo X9. Hein. Putain, Diablo X9. Oh là là. C'était le numéro 1 de la scène francophone. Après, il n'arrive pas de nulle part, hein, puisque sa première vidéo sur Call of sort en mars 2010, et il en a fait des concepts entre-temps. Mais restons concentrés sur l'année 2012, s'il vous plaît. Et étonnamment, Benoît, en 2012,
et ben il en sort pas beaucoup des vidéos sur Call of. Alors oui, depuis la création de sa chaîne, donc il y a 2 ans, il nous a habitués à faire du multigaming, que ce soit du Mario Kart, du Let's Play de Zelda, du GTA, du FIFA. On voit que vraiment Benoît, c'est un amoureux du jeu vidéo. Mais soyons honnêtes, enfin je pense ne pas me tromper, si on suivait Diablo X9 à l'époque, pour beaucoup, c'était surtout pour Call of. Ses gameplays sur Modern Warfare 2 et Black Ops, la fameuse vidéo « Oh putain, c'est Diablo X9 !» Et s'il vous plaît, quand même. Oh putain de sa mère, Diablo X9. Oh putain! Et même des vidéos comme Modern Warfare 2, c'est Chrome. Il y a tellement des vidéos mythiques qu'on pourrait même faire une vidéo dédiée que pour lui. Mais là, je viens de vous parler de la vidéo MW2, c'est trop bien, qui était une sorte de vidéo critique du jeu et de la licence en général et tout, sous un ton humoristique. Mais en vrai, en regardant son contenu, on sent petit à petit qu'il y a une sorte de... Je sais pas comment expliquer, mais il se lasse. On voit qu'il se lasse de la franchise et qu'il produit de moins en moins de contenu sur Call of. Et en vrai, on se rend compte que ça a résonné avec de nombreux fans qui en fait partageaient le même avis que lui. Son désenchantement a conduit à des vidéos qui abordaient non seulement le gameplay, mais aussi les aspects négatifs du jeu, comme la trop grosse fréquence de parution de nouveaux épisodes tous les ans, et la répétitivité des opus comme on a pu le voir dans la vidéo Modern Warfare 3, mon coup de gueule. Alors vous allez certainement le sentir à ma voix, etc. Mais j'ai les nerfs qui sont un petit peu tendus, on va dire. Et en vrai, il est pas le seul à en avoir marre, puisque même tonton Monsieur le V12, il en fait une vidéo pour en parler. Et en vrai, ça va se voir sur l'année 2012, puisque Benoît ne sortira que 9 vidéos parlant de Call of Duty. Sur toute l'année. Hein. Et pour Diablo X9, c'est vraiment pas énorme. Hein. Et en fait, le problème, c'est que fin novembre 2012, donc vraiment fin de l'année 2012, il y a Black Ops 2 qui sort. Et on se rend compte que la hype au niveau du contenu, que ce soit Diablo X9, Monsieur le V12, Wartech, je crois qu'un petit peu il y jouait encore, et Gotaga aussi, mais les deux gros, Monsieur le V12 et Diablo X9, il n'y a plus de hype. Ils y jouent, hein, parce que c'est toujours ce truc, ouais, mais c'est plus comme pour Black Ops, pour Modern 2 ou Modern 3 en gros. Mais à côté de ça, il va quand même proposer durant toute l'année du contenu de qualité sur Zelda Skyward Sword, Zelda, Battlefield 3 ou encore des vlogs à Los Angeles pour le plus grand salon du jeu vidéo, le 3. On le verra même faire une interview où il jouera avec Benzema. Bien sûr, il continuera à s'amuser aussi sur plein de jeux avec la Advent Family, composée de Cruxy, City, Husky, Yoki, Jata, Soon et Playfan, avec des best-of mémorables. Tu marques, je te suce. Oh oui, tu vas me sucer. Après, pour revenir à Call of, même si Diablo X9, qui était l'un des piliers, proposait moins de contenu sur le jeu, il y avait quand même une petite brochette de petits youtubeurs, ouais, on peut dire ça comme ça, qui eux étaient encore là. Vous voulez une petite dose de nostalgie? Allez, c'est parti. Code Jordan 23, qui se souvient de la série de la poursuite du couteau en or avec ses fameux couteaux. Il y a aussi les modes zombies de The Kairi. Mère Teresa PGM, qui se souvient de ces pranks là où il prenait une petite voix comme ça, il avait une voix d'enfant, il essayait de casser les couilles aux autres là dans les vocaux. Voilà, l'insecte préféré. Je vais aller encore plus loin, vous savez quoi? Les top 10 de Code QG. Les vidéos de la Play Comedy Club, putain, on était heureux quand même, hein. On était heureux. Hein. Mais en 2012, niveau FPS, il n'y avait pas que Call of, hein, puisqu'il y a Battlefield 3 qui arrivait, et je m'en rappelle, moi, quand j'y ai joué la première fois, on était à fond, nous. On était à fond dans Call of avec des petites maps et tout. J'ai testé la première fois Battlefield, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ce monde de zinzin? Le truc, c'était immense, la map, elle était immense, tu mettais 15 minutes pour trouver un adversaire, t'étais vraiment dans un open world. C'était un truc de ouf. Il y avait plein de trucs bien, t'arrivais pas à conduire les avions, tu pouvais prendre l'hélicoptère, tu pouvais te déplacer en voiture, t'étais avec tes potes. Le jeu était vraiment incroyable. Et vous vous doutez bien que si je parle de ce jeu et que je parle de YouTube, c'est relié directement à une personne, Digidix. T'es venu nu. Où est ta virginité? Je t'explique ma thérapie en mangeant un Kinder Bueno. C'était vraiment le prime de l'humour à l'époque. Pour ceux qui ne connaissent pas Digidix, c'est un youtubeur fan de rap et de cinéma qui a produit un concept innovant pour l'époque. Créer un mini-film en plusieurs épisodes avec des images du jeu, en rajoutant des personnages et en imitant des rappeurs comme Booba ou La Fouine pour créer une histoire vraiment originale et drôle. Je contourne l'ennemi et je suis aussi discret qu'un Pokémon légendaire. Commandant, vous voulez une blague? Bien sûr, j'aime les blagues. Call of Duty. Énorme blague. Et c'est comme ça qu'on a vu des épisodes mythiques maintenant apparaître sur YouTube, avec par exemple Opération Boule Bizarre, le soulèvement des pénis, ou même c'était l'insurrection des nuggets. Tu défonces la porte. Et moi c'est quoi? Toi tu fermes ta gueule. Allez, 1, 2, 3, de mouton. Yeah, les mains sur la tête, j'ai qu'à vomir, rappelez-moi Moïse Monet. Sa mère, j'ai fait tomber mon Tamagotchi. Mais déshabille-toi mon frère. Montre-nous tes fesses. Les noms sont très chelous, mais qu'est-ce que c'était drôle pour l'époque. Et en vrai, il était très très fort en imitation, et c'est même allé plus loin puisqu'il a commencé à faire des sons qui sont devenus mythiques depuis. J'ai des billets verts, swag millionnaire, Battlefield tu perds, Shrek militaire.
Il y avait vraiment une hype énorme autour de DigDix. Moi, je sais que j'attendais toutes ces vidéos, mais comme Noël. Comme si c'était le jour de Noël, je l'attendais vraiment. Et va savoir pourquoi, du jour au lendemain, il a arrêté de produire du contenu et il n'a plus jamais refait de vidéo. Et quand tu regardes les commentaires de ces dernières vidéos, et même des premières, tout le monde qui commente en mode ça me manque, reviens. Et en vrai, je sais pas. Je me suis rematé les vidéos, c'est super drôle. Mais je pense que c'est bien qu'il soit parti et qu'il revienne pas, et que ça reste un peu ce truc légendaire, mythique et tout. Parce que s'il revient, je sais pas s'il serait dans la méta et si ça plairait vraiment l'humour d'aujourd'hui. Je sais pas si ça passerait. Pour faire une petite mention honorable par rapport à Battlefield, il y avait aussi Beast Mode 3 que j'adorais. Il était québécois, je sais plus comment je l'avais découvert. Je crois qu'il faisait quand même du contenu avec Diablo X9 aussi. Mais moi j'étais fan de Beast Mode 3 et c'était surtout sur Battlefield qu'il faisait du gameplay. Je pense qu'on a déjà vu une grosse partie du YouTube game jeux vidéo en France qui était vraiment tournée vers les FPS et surtout Call of Duty. Mais il y avait un mastodonte qui commençait à pointer le bout de son nez vers 2010-2011 et qui a vraiment, je pense, commencé à exploser en 2012, c'est Minecraft. Et Minecraft, pour être honnête avec vous, c'est pas mon jeu de prédilection. Moi, j'étais tellement concentré sur FIFA et Call of que j'ai pas été vraiment sur Minecraft de ouf. Mais je sais qu'en fait, en faisant mes recherches, il y avait une communauté de zinzin sur le jeu. Mais en vrai, comme j'étais sur YouTube à l'époque, ça me le proposait en page d'accueil et je suis pas passé quand même à côté du phénomène que c'était. Et je regardais quelques fois des vidéos sans même trop connaître, je regardais quand même pas mal de vidéos. Juste petite info comme ça que je vous dis tout de suite. Il y a tellement de choses à dire sur le YouTube Minecraft en 2012 qu'on va juste survoler. Je pense que ce thème, ça mériterait une vidéo entière sur le sujet. Mais là, on va survoler un petit peu tout ce qui s'est passé sur Minecraft en 2012. Mais je pense que le mieux pour commencer, c'est peut-être de parler de la Coop Team. La Coop Team est un groupe de youtubeurs Minecraft composé de Zelvac, Frigiel, Sifano et Léo Zandarg, que l'on voit apparaître pour la première fois ensemble en 2011 avec leur tout premier concept, Co-op Hostile, sur la map Sea of Flame. Salut tout le monde, c'est Frigiel, on se retrouve aujourd'hui sur une super carte avec plein de lave partout, et je suis en compagnie de Sifano et de Zelvac, bonjour à vous. Bonjour. Le concept marchera bien et ils enchaîneront sur 2 autres coopérations hostiles, un sur Infernal Sky et l'autre sur Keizo Caverns. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y avait pas de chaîne Coop Team, c'est-à-dire que chacun était de son côté, mais ils n'avaient pas de chaîne regroupée tous les 4 où ils parlaient de Minecraft. Il y avait la Coop chaîne, mais qui était plus concentrée sur le fait de mettre en avant des petits youtubeurs, mais pas sur Minecraft précisément. Et en gros, ils avaient tous chacun leur concept de leur côté sur leur chaîne perso, et ils apparaissaient mutuellement sur la chaîne de l'un et sur l'autre, t'as compris. Par exemple, du côté de Frigiel, on pourra voir des concepts apparaître tels que Creeper Survivals avec Zelvac, ou encore la découverte de la map The Dropper avec Sifano. Faut qu'on y aille en même temps. Mais en fait, je pense qu'on a plusieurs choix pour se placer au début avant de tomber. Je pense que... Wow. Mais pour Frigiel, c'est surtout fin année 2011, début 2012, qu'on va voir apparaître une série qui est pour tout le monde mythique, Frigiel et Fluffy. Salut tout le monde, c'est Frigiel et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de ma nouvelle aventure solo sur Minecraft qui se nomme donc Frigiel et Fluffy. C'était une série qui suit les aventures de Frigiel et de son compagnon Fluffy, un chien que le youtubeur avait modé. En gros, ensemble, durant une dizaine d'épisodes, ils vont explorer un monde rempli de mystères, de créatures et de quêtes. Ce qui était cool, c'est que la série mélangeait humour, action et émotion, tout en mettant en avant des thèmes comme l'amitié et le travail d'équipe. Et en vrai, l'engouement à l'époque était vraiment incroyable. Et tout le monde se souviendra bien sûr de la fin de la série, quand Frigiel relâche Fluffy. Vous avez le droit de chialer si vous voulez, c'est les émotions, je vous en voudrais pas. Mais pour revenir à la Coop Team, il y a un événement en 2012 qui va faire que ça va comme ça va bien exploser. Et c'est Zelvac en plus qui est un peu à l'origine de ce projet, c'est Fallen Kingdoms. Le concept est apparu déjà en 2011, mais c'est la version reboot en 2012 qui est considérée un peu comme la toute première saison officielle. Le concept, un mode de jeu d'attaque-défense en 2v2 qui avait pour but de trouver la salle des coffres de l'adversaire. L'idée était plutôt cool car il y avait un côté création niveau défense pour trouver à chaque fois des idées toujours plus ingénieuses de créer des pièges pour que l'adversaire ne trouve pas la salle, et de l'autre côté être quand même assez stratégique en attaque. Et bien sûr on y retrouvera des grands noms dans cette série comme Natu, Guz, Kigyar ou encore Unster Bleacher. Et encore une fois, c'est comme pour Call of Duty, il y a tellement de choses à dire que je peux pas en parler là maintenant, il faut faire une vidéo entière. Est-ce que je la fais ? On verra. Je suis pas un pro moi de Minecraft, donc je sais pas encore. Et si avec la Coop Team niveau Minecraft sur YouTube en France à l'époque, ça serait pas drôle. Par exemple, il y avait iPierre qui était considéré un peu comme le papa de la redstone à l'époque. Et quand je dis ça, j'abuse pas, parce que le mec a carrément écrit un livre dessus, intitulé Le guide de la redstone, un truc comme ça, je sais plus, oui, je crois que c'est ça. Il était aussi connu pour une série de vidéos intitulée Let's Play mécanique. Mais iPierre, on en parlera peut-être dans la prochaine vidéo sur 2013 ou 2014 ou 2015, à voir, on sait pas encore, on sait pas, parce que c'était plus dans ces années-là avec les Kill the Patrick qu'il a commencé à avoir plus de contenu, quoi. Bon, après, si on parle de Minecraft, je pense qu'on est obligé de parler de Fanta et Bob. Bon, oui, parce que malgré les histoires récentes là qu'il y a eu avec Fanta, c'est quand même le fondateur.
fondateur, le pilier de Minecraft en France. Et accompagnés de Bob, ils vont nous en proposer du contenu. De Jungle Cube à Fanta Bob World, en passant par Fight Cube, le duo ne s'arrêtait mais jamais. Et c'est aussi en 2012 qu'on va voir apparaître l'émission D et Cube, qui avait pour but de construire et décorer des maisons. Mais aussi le Fanta Bob Show, où on pouvait voir Fanta et Bob visiter les maps des abonnés. Même si, bon, malheureusement à l'époque, Bob avait la fâcheuse tendance d'exploser à chaque fois toutes les maps à la fin de la vidéo. Et j'aimerais bien vous parler encore de plein de personnes, que ce soit sur Call of, sur Minecraft, sur le multigaming en général, sur YouTube à l'époque. Mais le problème c'est que la vidéo elle va durer 3 heures et j'ai dit que j'allais survoler, normalement à la base pour la vidéo. C'est YouTube en 2012, hein, donc il y a plein de trucs encore qui vont arriver derrière. Parce qu'en 2012 c'est l'année de la création de plein de nouvelles chaînes où on voit des nouvelles têtes arriver qui sont pas des superstars à ce moment-là, mais au fil du temps et au fil des années vont devenir presque les cadors en 2024. Et c'est pour ça que j'en garde un petit peu de côté parce que ça sera plus intéressant d'en parler en 2013, 2014, 2015 pour des prochaines vidéos en tout cas. Mais quand je parle de 2012 et de l'apparition de nouvelles têtes, je pense à Wankill par exemple. Link et Terra commencent vraiment leur concept en 2012 et c'est le même qu'ils font encore aujourd'hui en 2024. Tout comme JDG par exemple, Joueur du Grenier, ça fait déjà 3 ou 4 ans que le gars il est là, il continue son rythme, donc en 2012 il continue son rythme de vidéo, il en sort un petit peu et tout, c'est cool, on continue, on s'y habitue. Petite mention, c'est qu'en 2012 il y a Papy Grenier qui apparaît. Papy Grenier! Papy! Oh les enfants, vous tombez bien, j'avais justement envie de gâcher ma journée, dis donc. Donc au lieu de critiquer des jeux, Papy Grenier c'est plus le côté cool. Il parle de jeux cool, en mode souvenir, nostalgie et tout. Donc c'est vraiment en 2012 que Papy Grenier apparaît. À mentionner que cette année-là, dans le même style que JDG, avec des reviews d'un jeu et une prod un peu plus développée que les loustiques qui avaient juste une webcam et leur HDP VR, il y avait la chaîne de Benzaï qui sort le pilote de sa toute première émission devenue mythique depuis, le Hard Corner. Bon, côté jeux vidéo, on va terminer par le GOAT absolu qui est aujourd'hui le plus gros youtubeur en France, Thibaut InShape, pas à moi, c'est Squeezie le numéro 1. Je parle bien évidemment du Squeeze, le Squeezos, parce qu'en 2012, le Squeezos c'était pas non plus le plus gros youtubeur de tous les temps. Il était mid. C'est pas péjoratif, hein, mais niveau stats et tout, c'était pas... il était mid, quoi. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'il nous proposait déjà du contenu varié, pas que sur du Call of et tout. Il faisait du Call of, hein. Il a même fait la vidéo, je sais pas si vous en rappelez, de Wartech, pour les 100 000 abonnés de Wartech, une journée dans la peau de Wartech. Bonjour! Présente-toi, s'il te plaît. Je m'appelle Jean-Pierre Hervé Saint-Pierre 14 18 14 de BC ADQ QB TTT Lucas de la Motte. J'ai actuellement 17 ans et ma passion, c'est l'opéra. Bah, ça a très mal vieilli. Hein. Mais on est en 2012, on l'excuse. Le Squeezo, c'était excusé. Mais aussi, vraiment, il était sur du multigaming, sur des jeux comme Just Dance, FIFA, ou encore des jeux d'horreur tels que Amnesia ou Slenderman. Mais c'est pas tout. Parce que mon Squeezos, il était comme vous et moi. Hein. Et il a commencé à faire du contenu qui marchouillait un petit peu sur YouTube en 2012, pour le meilleur et surtout pour le pire, c'était les podcasts. Alors pour commencer, je vais vous rappeler ce que c'est qu'un podcast. Parce que aujourd'hui, podcast, on pense que c'est les trucs de 2 heures sur la plateforme de votre choix, que t'écoutes en mode confiance personnelle, nanana, je sais pas quoi. Non, rappelez-vous, là on est en 2012. Et en 2012, les podcasts, c'est ça. C'était mieux avant, quand il y avait pas Facebook finalement. Ah, en fait, je t'ai pas dit, j'ai une nouvelle copine depuis peu. Elle s'appelle Aurélie. Les podcasts, en 2012, c'est la catégorie reine du YouTube français. Et dans cette catégorie reine, il y avait 3 rois. Cyprien, Norman et Hugo tout seul. Et quand je vous dis roi, c'est pas pour les saucer en mode... Non, quand tu vois les stats de leurs podcasts de l'époque, c'est du 15, 20, 25, 30 millions. Je vais éternuer. Hey, c'est tellement gros que c'en est absurde. En 2012, on est dans la phase d'accélération du phénomène. Mine de rien, la première vidéo a dépassé le 1 million de vues sur YouTube, c'est seulement 1 an plus tôt en 2011. Et le premier à réussir cet exploit, c'était Norman, avec sa vidéo sur les bilingues. Et si chacun avait ses petites mimiques, ses petites particularités à l'époque, il y avait quand même des éléments qui se regroupaient pour tout le monde et c'était souvent la même chose pour tout le monde. Petit 1, les mecs te parlent debout au milieu de leur salon, filmé en grand angle, avec parfois aussi un effet fish eye pour Hugo et Norman. Posez pas de questions, on est en 2012. C'était la mode à l'époque. Petit 2, un format entre les sketchs et le stand-up. On commence à sentir que le stand-up émerge en France et les 3 oiseaux créent une connexion directe avec le spectateur. Et c'est pour ça qu'il regardait la caméra, tu sais, droit dans les yeux avec un air un peu complice en mode « Et je vous parle d'un truc » et qui se rapprochait de la caméra en mode « Tu veux savoir quelque chose ?» Tu comprends, est-ce que t'as capté un peu le délire? Et aussi beaucoup de rythme. Le montage était volontairement ultra cut. Je pense qu'on n'a jamais entendu un seul de ces types respirer dans leur première vidéo. Bon, j'en suis persuadé. Petit 3, niveau mise en scène, le classique c'était amorce d'une vanne en facecam, le côté stand-up, puis petite vignette humoristique qui fait office de chute. Ça c'est plus le côté sketch. Et là vous aviez le choix. Soit la chute c'était un jeu de mots un peu genre illustré. La vidéo s'appelle Comme une merde. Comme une merde. Le titre lui va bien alors. C'était Monsieur Jeu de mots. Soit c'était une chute basée sur du comique de caractère. Soit sur une situation absurde, etc. Donc le mec, au bout du fil, il sait ce que tu faisais. On a reçu votre CV, on le trouvait intéressant. Ah, ok. Attendez, vous avez une drôle de voix là.
étiez pas en train de vous masturber par hasard? Petit 4, l'utilisation de gimmicks. En gros, c'est des procédés humoristiques récurrents que vont mobiliser les podcasteurs dans leur chute. Alors j'ai déjà cité le « c'était monsieur jeu de mots » que Cyprien utilisait souvent, mais il y avait aussi le « narmol ». Tout ça pour jouer sur un écran de 6 pouces. Dans le même style, il y avait aussi le « faux » avec écrit « faux » là sur la... Je me compris moi. Faux. Adopté. Faux. Faux. Cyprien, lui, il prenait souvent des sujets orientés gaming, technologie, ou alors des sujets très larges. Genre les geeks, c'était mieux avant, le café, la Wii U. Avec aussi des petites tentatives de formats différents, comme les critiques musicales. C'est du grand art. Le mec porte quand même une casquette des Yankees de New York à Miami. Normal, lui, il allait plus essayer de parler de catégories de gens qu'il côtoyait, fréquentait. Les Apple addicts, les relous en soirée, ou encore les serial mythos. Bref, en gros, ça réglait des comptes en vidéo. Pas mal de ces vidéos montrent le décalage entre les attentes sociales très cadré ou idéalisé concernant les jeunes adultes et sa posture à lui. Vous savez, il avait ce truc un peu victimaire en mode il parlait toujours comme ça et il disait non mais moi je comprends pas parce que moi j'aimerais bien jouer à Pokémon à 25 ans. Alors soit je l'ai bien fait, soit c'était très nul. Et Hugo tout seul, c'est difficile à dire parce qu'il a sorti que 4 vidéos en 2012. En vrai, il en a sûrement sorti plus, mais je pense que tout a été supprimé ou alors il en a vraiment sorti que 4. Mais après je me rappelle qu'en 2012 aussi il avait rejoint le groupe 10 minutes à perdre où il faisait des vidéos avec eux aussi. Mais bref, c'était vraiment les rois de cette époque. Je pense que toute personne de plus de 20 ans ont déjà vu minimum une de leurs vidéos. Et en vrai, la première chose qui m'a marqué quand j'ai replongé dans ces podcasts en 2012 de plein de créateurs de contenu, c'est la durée des vidéos. Il n'y en a pas une qui dépasse les 5 minutes. Aucune, rien, walou, personne. Parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle méta YouTube, si ta vidéo, elle dure moins longtemps qu'un film de Nolan, personne te calcule. Hein. Et je sais de quoi je parle, mon pote, hein, parce que la mienne, 1h30, vas-y, va te la taper, toi. Hein. Mais à l'époque, c'est ce qu'on voulait. Du format court. Un truc que tu regardes entre 2 cours, à la pause, en vif, comme ça. Tu pouvais découvrir un YouTuber et te faire l'entièreté de son contenu en un après-midi. Même pas, en un demi-après-midi. Hop, tu découvrais Hugo tout seul, 14h, à 15h30, t'avais fini. Tu connaissais tout son contenu sur YouTube. Et d'ailleurs, je pense que c'est relié à ça, le nombre de millions de vues par rapport à leur podcast. C'est qu'en fait, c'est tellement rapide, court à consommer, que même genre 5-6 ans plus tard, on se retapait une vidéo de Cyprien. Et c'est pour ça que je pense qu'une vidéo de Cyprien, si elle fait 25 millions, c'est que c'est aussi sur le long terme, vraiment, quoi. Alors qu'aujourd'hui, t'as envie de te poser, imaginons Feldup, tu découvres Feldup, tu dis, ah, je regardais cette vidéo, tu cliques dessus, bah mon cousin, il va falloir que tu poses un RTT, hein, parce que 3 heures la vidéo. Et ça, le contenu court, c'était fait à la fois pour les tauliers, donc les gros qu'on a vus, mais aussi pour les petits nouveaux, ceux qui voulaient titiller les boss de YouTube. Et en 2012, dans le lot, on trouve ceux qui formeront dans les mois qui suivent la Whitey Fam, Jigme, Le Rire Jaune, Andy, Jérémy Nadeau, Asiatomique, Florian Nguyen, Jérémy, Pat, Nad, Brice et Jimmy Felcon. Vous étiez beaucoup les gars, hein, c'est... faut voir. Hein. Contrairement aux tauliers tels que Norman et Cyprien, cette nouvelle génération apporte des perspectives différentes, marquées sur un peu la diversité de son casting et un ancrage dans d'autres questions. Et quand tu le vois, tu dis, si la génération précédente incarnait souvent des stéréotypes du jeune adulte blanc, geek et introverti, là la nouvelle vague de créateurs bouleverse ce schéma. Et ce renouveau, il va amener des sujets qui n'étaient pas abordés à l'époque. Tiens, par exemple, Jigme et Le Rire Jaune, qui est maintenant Kevin Tran. Eux, ils vont pas se priver de parler de sujets reliés à la culture asiatique et aux moqueries qu'ils ont pu avoir quand ils étaient jeunes, comme on peut le faire dans le stand-up en fait, et surtout en faisant preuve aussi d'une bonne dose d'autodérision. Kevin va aussi ancrer son humour dans son appartenance à une communauté détestée en France, et je ne parle pas d'asiatiques, je parle bien sûr des Parisiens. C'était perceptible dès le début et ça deviendra une de ses marques de fabrique. Numéro 1. Les Parisiens sont désagréables, râleurs et prétentieux. On n'est pas prétentieux, on est méprisant, ça n'a rien à voir. Les seuls Parisiens que je connais qui sont prétentieux, c'est des provinciaux qui sont montés sur Paris. Avec le ton un peu très caractéristique, hautain, pédant, parisien quoi en gros. Ce genre de contenu n'avait jamais été vu sur YouTube en France. Et en vrai, inconsciemment, ces nouveaux thèmes permettent à ces créateurs d'atteindre rapidement un public plus large. Nad, avec dans son sillage d'autres créatrices comme Andy, elle produit des vidéos directement liées à ce qu'elle vit en tant que fille. Et aujourd'hui, même si ses premières vidéos ont très mal vieilli, pas mal des sujets qu'elle évoque peuvent être considérés comme assez avant-gardistes dans la manière d'aborder les injonctions faites aux femmes. Dans sa deuxième vidéo, elle aborde frontalement sa jalousie et de manière assez honnête et réaliste en plus. Et ça dans un univers du podcast alors dominé par l'image du mec, pas sûr de lui, timide, mal à l'aise en société et globalement puceau. Surtout on commence à voir sur YouTube les grands absents des débuts des podcasts, les femmes. Ce qui fait quand même la moitié de la population mondiale. Si on calcule, hein. Moi c'est des calculs comme ça que j'ai fait. Hein. Après, formellement, on restait très proche des standards posés par les boss du podcast. Face cam, scénette humoristique et gimmick. En vrai, on retrouve tous les éléments que j'ai listés plus haut. D'ailleurs, tu le sens que ça débute parce que comme je l'ai dit, il y a des trucs ça a trop mal vieilli. Là où les boss commencent à leur prime en 2012, on a en face une génération de novices qui galèrent encore un peu avec des effets comiques, ils cherchent encore un peu la bonne façon de caler la voix. C'est pas naturel. Enfin, on voit que c'est pas encore super pro. Mais oula, pas de mépris par contre. Je trouvais ça même touchant.
j'ai envie de vous dire. Parce qu'il faut bien commencer quelque part pour s'améliorer. Hein. Mais la next gen, si vous voulez qu'on appelle ça comme ça, ne révolutionne pas la forme. Mais elle innove par les thèmes qu'elle aborde et par la diversité des créateurs qui la composent. Et tous ces gens vont commencer à s'améliorer au fil des années, et de revoir les débuts, bah c'est beau, ça me touche moi. J'ai dit je revenais sur YouTube en 2012, donc petite info comme ça. Félix, là, le mec de Red Bull qui avait sauté de très haut, là, je sais même pas combien de kilomètres, c'était en 2012. Voilà. C'était un truc de ouf pour l'époque sur YouTube, c'était en 2012. C'est une petite info comme ça. Bon là par contre, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est de parler de ça, et ben pour faire la transition après avec le prochain Loustic, ça va être compliqué. Parce qu'en gros, là je vous parle d'une prod de zinzin en mode Red Bull, le mec qui saute de milliers de kilomètres, pour passer à un mec, je pense, en slip chez lui, avec une qualité de caméra douteuse et un micro aussi douteux. Vous avez peut-être compris de qui je vais parler, c'est What the Cut. Putain, Antoine Daniel. Si vous n'avez pas connu cette période déjà, dommage pour vous, et ça arrive même au meilleur. Mais par contre, là je vais vous expliquer, vous allez vous dire c'est quoi cette merde? Comment ça se fait que ça a cartonné? Je peux pas vous expliquer, mais pour l'époque, c'était exceptionnel. Salut bande de connards! Ici, pas de budget colossal, hein. Pas d'équipe de tournage gigantesque en mode Red Bull, juste un mec, une caméra et surtout beaucoup de vidéos complètement absurdes. Le 1er mars 2012, à rajouter peut-être comme une journée nationale, Antoine Daniel débarque sur YouTube avec l'épisode 1 de What the Cut. Une sorte d'émission de review, mais pas vraiment dans le sens classique du terme. Son concept, tout simple. Il sélectionne 2-3 vidéos complètement what the fuck, d'où le titre du concept. Enfin, j'espère, je crois. Hein. La plupart du temps issus des tréfonds, mais alors des très tréfonds d'internet. Et en gros, il décortiquait les vidéos avec un humour absurde, mais qui était très cool. Épisode 1, les 5 premières secondes, il t'insulte ta grand-mère. Salut bande d'enculés! On ne voyait pas trop sur YouTube ça. Et tu comprends un petit peu sur quoi tu vas partir. Dans une période où les podcasts et vidéos face caméra étaient majoritairement statiques et linéaires, Antoine Daniel dynamite les codes. Il détourne le concept même de la review pour en faire une véritable performance humoristique. Chaque épisode a en fait une sorte de montée en crescendo et chaque vidéo est plus folle que la précédente. On pouvait passer d'une vidéo japonaise qui avait aucun sens. La plupart des clips what the fuck ne sont pas des gros succès commerciaux. La plupart. À une vidéo... Alors, comment expliquer ça? Ouais, c'est un vlog réalisé par des Français qui se font agresser par un émeu. Oh, tu viens regarder. Jusqu'à des trucs... non, pas identifiables, en fait, je sais pas. Bonsoir l'équipe du Grand Journal. Ce message est adressé. Et déjà que les vidéos souvent étaient très drôles, Antoine Daniel arrivait derrière et en rajoutait encore plus avec un humour vraiment... Un humour noir, on peut le dire, il y avait quand même un humour noir. What the Cut, en gros, c'est une expérience sensorielle en soi. Le montage est volontairement saccadé, avec des zooms soudains, des inserts textuels anarchiques et des effets sonores bien sentis. Parce que sous ses airs amateurs, en fait, Antoine Daniel savait doser ses effets de mise en scène de manière subtile. Oui, j'ai dit subtil pour What the Cut. Oui, je sais, difficile de croire ça, mais j'ai dit subtil pour What the Cut. Ça passait par des voix off quelquefois subjectives des personnages de ses vidéos. Yes, là je suis bon. Et ouais. On voyait aussi le recours à des gimmicks. Et au fil des épisodes, on a vu aussi des personnages mythiques apparaître, tels que Samuel le ventilateur. Tu comprends quelque chose, toi, Samuel, hein? Et Richard la peluche. Super Richard, il a une bite trop gigantesque. Si les gens, ils ont jamais vu What the Cut, ils vont me prendre pour un gogolito, quoi. Samuel le ventilateur. Dit comme ça, on dirait un épisode super chelou de Toy Story 1. Mais c'est pas que ça. Les effets comiques, parfois aussi subtils que glauques. Petit exemple dans l'épisode 10, Antoine présente un groupe de musique québécois et il fait ça. Voilà la photo dupliquée 3 fois pour nous présenter le groupe. Et cet effet, il est pas anodin, puisque c'est celle de Luca Rocco Magnotta, un tueur cannibale canadien qui a aussi publié des vidéos où il torturait des chatons. Voilà, c'était ça aussi What the Cut. Et l'impact de What the Cut sur le YouTube en France est énorme. Antoine Daniel n'a pas seulement attiré un public déjà fan de l'humour absurde, il a créé un nouveau genre. En gros, il avait ses punchlines, il avait ses références cachées et sa manière unique de présenter des vidéos de niche, si on peut dire ça comme ça, ou carrément oubliées. Et le gars, au fil du temps, a réussi à créer une communauté de zinzin et au bout d'un moment, chaque épisode dépassait les millions de vues. Et si aujourd'hui vous ne connaissez pas What the Cut et que là je vous l'explique et vous ne comprenez vraiment pas le délire, je sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment un vent de fraîcheur pour YouTube en 2012. Parce qu'il y avait quand même les vidéos un peu douteuses, mais What the Cut est arrivé parce qu'il y avait que les podcasts. Et là il est arrivé en mode, il a récupéré ces vidéos trolls ou les trucs comme ça qu'on se partageait tous ou qu'on s'envoyait par mail, et là il les a récupérés pour en faire une sorte de podcast, mais vraiment atypique que personne d'autre faisait avant. Et rien que pour ça, merci énormément Antoine ou Daniel
ou Antoine Daniel. Je sais pas si j'ai jamais su, mais je crois que c'est Antoine et nom de famille Daniel. En tout cas, merci pour tout. Et dans le même style, j'espère que vous en rappelez, mais il y avait aussi Mathieu Sommet avec Salut les Geeks. Et lui aussi revenait sur l'actualité du web toutes les semaines. Le contenu était frais, dynamique avec plusieurs personnages qui l'incarnaient tels que le Rasta, le détraqué sexuel, l'enfant ou encore le scientifique. Mention aussi à Link de Sun et ses points culture qui visent à enrichir la culture des spectateurs en proposant des réflexions et des découvertes sur des sujets variés avec un ton très humoristique et toujours en compagnie de Spectrum. Et pour revenir quand même à nos podcasts, parce qu'on parlait des podcasts et tout, et j'en ai parlé juste avant et j'ai dit qu'on allait en revenir là, mais on va parler encore de notre Squeezos. Il est partout. Déjà en 2012 il était partout. Parce que oui, si on regarde à l'époque, même s'il faisait plein de jeux vidéo et qu'il était plus représenté par les jeux vidéo, ce qui marchait le plus pour lui c'était les podcasts. Oui, il en a fait des podcasts. Pas les meilleurs du monde, loin de là, mais il en a fait. Exemple, être seul chez soi. Être seul chez soi. Alors premièrement, le classique, bon, tout le monde l'a déjà fait, tu écoutes la musique à fond dans ton bureau. Ah, il était Kiki. C'était Kiki, c'était Mimi. C'était Mimi, non? Hein? Oui? Et bien sûr, si on a eu 173 000 versions de ce thème dans les podcasts, Squeezie était obligé de le faire et Squeezos, il a bien sûr fait les différents types de profs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les profs d'espagnol, va te faire foutre, va te faire cuire le cul, même, j'ai envie de te dire. J'en sais rien, man, laisse-moi rouler mon café, yeah. Tu veux du shit, mon frère? Tu vois, j'en ai plein. Quoi, t'en veux pas? Quoi, voilà, tu m'agresses comme ça, fils de p***. Salut, toi. Et si Squeezie il en est là aujourd'hui, c'est qu'il touchait tout le monde. Il faisait du jeu vidéo, il faisait du podcast, il faisait aussi un truc qui arrivait beaucoup en 2012, c'était les trends. Enfin pas les trends, mais un peu les défis trends, des trucs comme on a pu avoir en 2018, les pranks. En gros, il suivait généralement les trends. Donc en fait, je joue, logique, je joue. Là, pour ce premier épisode, à chaque mois, mon ami me mettrait une gifle. Là, je... Et donc là, on était sur la trend. Trend, qu'est-ce que c'est? C'est tendance si tu veux parler français en gros. Et qui c'est qui faisait ça? Donc Squeezos et un autre loulou qui était très très jeune à l'époque, Seb. Puis là, bah, y a pas grand chose à raconter, hein. On avait des gamers entre guillemets comme Squeezie qui devaient réaliser des défis quand ils se faisaient tuer sur Call of. Après, le terme défi n'est pas plus approprié, hein. Je pense que le terme punition serait plus juste. Il y a juste à regarder les titres des vidéos, je pense pas qu'il passait des super bons moments, le Squeezos. Entre les défis gifles, Pimenterie... Ouais. Pas grave, putain, je suis plein sur ton bureau, mais... c'est dégueulasse. Cocktail Vomito... Deuxième gorgée direct. Ou encore la ceinture électrique. Ça revient. Putain mec, ça va juste... Je crois que c'est pas plus mal que YouTube ait quand même pris un petit peu en maturité. Même si, je dirais pas des noms, mais bon, on n'y est pas encore, hein. Je dirais pas de nom, j'ai dit que je dirais pas de nom. Après, vous me direz peut-être les bêtes de vidéo de Inox qui sont grave stylées en mode pendant un an ils montent l'Everest. Peut-être que c'est la nouvelle version des défis de Squeezie de l'époque, hein. On sait pas. Bon, peut-être avec un petit peu plus de prod et du contenu un petit peu plus intéressant, mais ça se discute, on sait pas. Et bon, et pour Seb, bah, y a même plus de vidéos. En gros, tu lui proposais un défi, je crois, à l'époque, sur les réseaux sociaux, il allumait la caméra et il faisait le défi avec les potes. Et il souffrait. Y a pas d'autre terme au bout d'un moment, les loulous, faut pas dire, il souffrait, c'est tout. Et ce qui nous a permis quand même de vivre des moments exceptionnels sur YouTube en 2012, tels que Seb qui mange un piment antillais, je crois que c'était un piment antillais, et qui a 2 doigts de vomir. Enculé. Qui vomit? Là, cette fois-ci, là, on est sûr. Après avoir mangé une cuillère de cannelle, c'était le Cinnamon Challenge. Oh, putain, on a bouffé du cinnamon à l'époque. Voir Seb aussi se faire chier pendant 5 heures à regarder la vidéo J'aime les licornes, c'était un précurseur parce qu'il y en a qui l'ont fait après des mecs comme... mais Seb, il l'a fait en premier, je crois. Et encore une fois, revoir Seb au bord du vomissement après avoir mangé une cuillère de farine. Ah non, c'était... Quand je vous dis que c'était vraiment le fun, à l'époque, c'était le fun, hein. C'est pas le format le plus intéressant que nous a donné YouTube. Moi, perso, ce que j'ai préféré dans ce concept de Seb, c'est de voir ses joues prendre de l'acné et entendre sa voix muer au fil des épisodes. Parce que l'adolescence est l'un des pires défis que l'on ait tous vécu. Je crois que c'est Gandhi qui a dit ça. Ou alors c'est Nasdaq. Ouais, je crois que c'est Nasdaq qui a dit ça. Ouais. Mais bon, en général, quand tout ce que tu retiens d'une trend, c'est de voir un petit peu le visage de Seb changer et voir ses petits boutons, c'est pas le truc le plus marquant quand même, hein. Et honnêtement, j'ai envie de passer à un sujet un petit peu plus intéressant. Je dis pas qu'avant c'était pas intéressant. On a fait un bon gros tour des podcasts et tout là, et j'aimerais parler maintenant d'un sujet. Putain, en tournant la vidéo là, je me rappelle de qui. Je l'ai même pas écrit. Totalement Tom. Pourquoi ça me revient totalement? C'était 2012 ça, Totalement Tom. Oh bah, il sort de la vidéo. Bravo à toi. Bon, on a vu tout ce qui est podcast et tout. C'est très gentil. C'est très bien. Mais j'aimerais vous parler d'un autre sujet que moi j'aimais beaucoup à l'époque et qui était quand même un petit peu plus intéressant.
Parce que 2012, c'est quand même une époque où chaque vidéo devenait instantanément virale, où l'humour régnait en maître sur la plateforme, et si tu es ici, depuis le début de la vidéo, c'est sûrement parce que t'es un peu nostalgique, non? Donc je vous propose qu'on replonge dans ces moments cultes qui ont cassé Internet et que vous avez forcément regardé en boucle. Et si d'un côté, il y avait les podcasteurs, j'aime bien les appeler comme ça, les podcasteurs, il y avait aussi des groupuscules ou alors des duos, ou je sais pas comment expliquer, qui produisaient du contenu mais vraiment quali pour l'époque. Prenons par exemple Golden Moustache. En 2012, Golden Moustache arrive comme une petite révolution dans le monde du YouTube français. Là, à ces dates, on est en novembre 2012. Environ un mois avant la fin du monde. Je sais pas si vous vous en rappelez, en 2012, on devait tous crever à la base. Et c'est à ce moment-là que ce collectif arrive sur la plateforme. Et en vrai, pour l'époque, leur arrivée n'est pas passée inaperçue. Mais pour bien comprendre, il faut, je pense, encore une fois, remettre dans le contexte. Jusqu'ici, beaucoup de youtubeurs étaient encore des créateurs solo. Mais Golden Moustache, c'est un collectif avec une ambition clairement affichée. Proposer un humour soigné avec des sketchs élaborés, plus travaillés que ce qu'on avait l'habitude de voir à l'époque. C'est simple, c'est un peu comme si la télé et le cinéma arrivaient sur YouTube pour balancer des sketchs avec une vraie maîtrise technique du sujet. Et quand tu étais habitué à tout ce que je vous ai dit avant de YouTube et que tu voyais Golden Moustache arriver avec les vidéos où tu voyais les décors, les costumes, les effets spéciaux, t'étais bluffé, tu disais mais ça sort d'où ça? Pourquoi ils font ça eux? Aller au cinéma, aller à la télé. Et un point fort dans tout ça, c'était aussi l'humour. L'humour, ils étaient très forts là-dedans. Car Golden Moustache, c'est aussi et surtout des personnalités fortes de l'internet français. On retrouve régulièrement Quemar, Vincent Tirel, Baptiste Lorbet ou encore Monsieur Poupe devant la caméra. Mais aussi des cerveaux brillants derrière, avec Flaubert et Adrien Méniel à l'écriture ou Raphaël Descraques à la réalisation. Et ce qui est vraiment marquant avec Golden Moustache en 2012, c'est cette ambition de créer des mini-films humoristiques avec une vraie mise en scène. Et impossible de parler de Golden Moustache sans mentionner le collectif Suricat. Composé de Julien Josselin, Raphaël Descraques, Vincent Tirel et Nicolas Bernot, Suricat s'est rapidement imposé comme un pilier de la plateforme avec ses sketchs à la fois décalés, absurdes et souvent très bien réalisés. Est-ce que tu veux me voir voler ? Leur marque de fabrique, des vidéos au scénario totalement imprévisible, souvent tirées de situations banales qui dégénèrent complètement, tu sais pas pourquoi. Avec Suricat, tu partais toujours d'un truc simple, mais tu savais pas jusqu'où ça allait aller, jusqu'à la fin de la vidéo, tu savais pas où ça allait aller. Et c'est ça qu'on adorait. Ils font partie du collectif Golden Moustache, mais ils gardent de leur côté aussi leur propre identité. À la même époque, il y a aussi un autre collectif différent de Golden Moustache qui va arriver et qui va vraiment marquer l'année 2012, c'est Studio Bagel. Si Golden Moustache avait un côté très cinématographique, le bagel, c'est l'absurde dans toute sa splendeur. Ce collectif va regrouper des créateurs déjà populaires comme Mister V, Natou, Jérôme Niel et d'autres. Et j'ai l'impression que c'était leur donner encore plus de budget pour partir dans des projets complètement fous. Quand tu regardais une vidéo de Bagel, tu savais que tu allais rentrer dans un univers complètement con, où la logique n'avait vraiment pas sa place. C'était l'essence même de l'humour absurde. Ils prenaient des concepts simples du quotidien et les transformaient en scènes complètement folles. Chacun de leur côté, ils continuaient à faire leurs vidéos sur leur chaîne tranquillou. Mister V de son côté faisait toujours ses podcasts tranquilles. Jérôme Niel, La Ferme Jérôme, quand il faisait ses vidéos review de musique où il critiquait les musiques avec MTV, ça c'était exceptionnel. Mais comment parler de tout ça, genre Studio Bagel, Golden Moustache, enfin les contenus assez propres avec une bonne prod, sans parler du Palma Show. Parce que eux, ils étaient vraiment déjà bien connus avant de débarquer sur YouTube avec leur Very Bad Blague à la télé sur Direct 8. J'ai dit Direct 8, hein. C'était Direct 8 à l'époque. Mais ouais, mon pote. Mais je sais pas pourquoi, c'est pour ça que je les mentionne dans YouTube. C'est en 2012, quand ils mettent leurs sketchs sur YouTube, que ça va faire un effet où ça va encore plus exploser. En gros, la plateforme va permettre de toucher un public encore plus grand, peut-être de personnes qui regardaient pas la télé ou des choses comme ça. Et en fait, ils vont prendre ça pour du contenu un petit peu comme Golden Moustache au Studio Bagel. Honnêtement, qui n'a jamais vu un sketch de Very Bad Blague? En vrai, pour Golden Moustache ou Studio Bagel, je peux comprendre que tout le monde n'ait pas vu. Mais qui n'a pas vu un sketch de Very Bad Blague? Vous savez, ces petits sketchs où les deux compères imaginaient des situations improbables, comme quand on est livreur de pizza ou encore quand on est prof. Le truc, c'est que chaque situation partait d'un cliché, mais avec leur talent, ils arrivaient toujours à pousser le concept jusqu'au ridicule. Et c'était juste hilarant. On s'appelle les petites fenêtres qu'il y a dans les châteaux. Yeah, c'est le week-end. Vous avez tous jeté vos livres de Victor Hugo, car cette année on va étudier Tintin. Et puis ce générique, skababa, skababa. Pour moi, je dis bien pour moi, l'un des sketchs les plus mythiques de 2012, du Palma Show, c'est Quand on est flic. Dans cette vidéo, Grégoire et David jouent deux flics un peu débiles qui se retrouvent dans une situation totalement absurde lors de leur intervention. Je porte plainte pour coups et blessures. Sur quoi? Sur moi. Pour coups et blessures. Oui, mais quoi sur vous?
veut dire quoi, coup et blessure? Coup et blé, ça veut dire quoi? Sur qui? Mais sur moi, je porte plainte pour coups et blessures. Ouais, mais sur... Il est con. Encore une fois, ce qui fait la force en vrai du Palmacho, c'est leur capacité à détourner des situations du quotidien et en faire des scènes complètement délirantes. Parce qu'en vrai, l'humour, il est simple, mais il est percutant. Et le Palmacho, c'était des rois de la parodie. C'était un peu les nouveaux nuls. Bon, alors là, si déjà vous connaissez pas les Palmacho, si je vous dis les nuls, pour les plus jeunes, vous allez rien comprendre. Hein. Et souvent, leur source d'inspiration, c'était la télé, les émissions, les pubs, un peu tout ça en gros. Et chacun de leurs sketchs, c'était toujours un petit peu, il y avait un clin d'œil à la culture populaire. Et c'est pour ça que tout le monde se retrouvait dans les vidéos. Et c'est pour ça qu'en 2012, ils étaient vraiment partout et ils ont marqué cette génération, donc 2012, un petit peu après, mais pour moi, j'étais obligé d'en parler en 2012. Et je voulais terminer par un dernier sujet, parce que 2012, c'est aussi... Alors, moi, j'ai trouvé ça, mais je me disais, mais putain, c'est si vieux que ça. Mais c'est un phénomène en 2012 qui arrive et qui explose tout. C'est Bref. Bon, on triche un peu, j'avoue, parce que ça a commencé mi-2011, fin 2011, mais c'est vraiment en 2012, avec la suite des épisodes, que Kian Kojandi et son équipe atteignent les sommets. Et qu'est-ce que c'était Bref? Pour un petit peu résumer ce que c'était que Bref, cette série courte raconte la vie quotidienne d'un mec lambda, mais vraiment lambda, sur un ton ultra rapide et percutant. En vrai, je me rappelle à l'époque, la série était un phénomène culturel, mais chaque épisode était attendu sur Canal+. C'était un peu le nouveau Omar et Fred qu'on attendait le soir et tout, le truc un petit peu plus léger. Et pour ceux qui n'avaient pas la chance d'avoir Canal+, parce que je sais pas si c'était payant ou c'était à partir d'une heure et on pouvait quand même regarder, tout le monde pouvait regarder. Mais en gros, Bref avait une seconde vie et même genre beaucoup plus que sur Canal+. Mais en gros, Bref avait une seconde vie quand les vidéos étaient publiées après sur YouTube. Et là, c'était même pas une seconde vie puisque c'était vu par des millions de personnes. De tout ce que je vous ai résumé, en vrai, de tout ce que je vous ai résumé, les podcasts et tout, c'est l'incarnation même de l'humour de 2012 de YouTube. Court, rythmé, percutant, c'était vraiment le prisme d'une génération qui consommait super rapidement du contenu. Je vous dis ça, hein. Là on est en 2024 avec du TikTok où c'est du moins de 30 secondes, donc déjà à l'époque on trouvait ça super rapide. Et puis honnêtement, qui n'a jamais sorti en 2012 cette fois? Bref, là je vais acheter du pain. Bref, j'ai fait ça. Bref, tout le monde faisait ça. Au bout d'un moment, j'avais quand même envie un petit peu de mettre des patates, on avait compris la blague. Bon, pour résumer un petit peu tout ce qu'on a vu, je me disais genre YouTube en 2012, c'était un avis personnel où je me disais j'aimais trop cette année, elle était trop cool par rapport à ma période de jeux vidéo où je jouais à Call of, tout ça et tout, je regardais des vidéos, mais aussi le côté humour. Mais en faisant mes recherches, je me rends compte que c'est un fait, 2012 a vraiment marqué l'univers de YouTube. Parce que 2012, c'est vraiment la première année où la plateforme s'est véritablement imposée comme un espace de création de contenu. Genre, je sais pas comment expliquer, mais un terrain de jeu, tu pouvais avoir 10 ans, tu pouvais avoir 35 ans, tu pouvais faire de la grosse prod, de la petite prod, c'était un terrain de jeu de création vraiment. Et dans tous les cas, ça marchait. Avant 2012, on voyait surtout, et presque que ça, du fast cam, ou alors du jeu vidéo, ou encore plein de choses. Mais 2012, il y a vraiment, donc comme on l'a dit, Studio Bagel, Golden Moustache, Palmacho, tout ça, qui arrive, et en fait, tu te rends compte que ça devient de la grosse prod et c'est beaucoup plus quali. L'humour est devenu plus visuel, plus scénarisé, quitte à ce que quelquefois ça devienne des mini-sketchs, des mini-séries, des trucs télévisés quoi. Et c'est pour ça que finalement, sans m'en rendre compte, je me suis rendu compte que 2012, c'était l'une des années les plus marquantes pour le YouTube français en tout cas. Et puis on va pas se mentir, c'était quand même la bonne époque. On l'a tous dit, putain si j'avais une caméra et un truc comme ça en 2012, je serais peut-être comme Squeezie et tout. Mais en fait, eux ils étaient là depuis le début, et en 2012 quand ça a explosé, s'ils en sont là aujourd'hui, c'est qu'ils étaient là en 2012. Alors il y a d'autres créateurs de contenu qui sont arrivés en 2015, 2017 et qui ont quand même marché, mais on voit les plus gros, quand tu regardes le top 10 des youtubeurs, ils étaient tous là en 2012. Donc c'est à mentionner quand même, c'est pas en mode oh ça vient de nulle part. Non, les mecs ils sont là depuis 14 ans. Et moi d'un côté, j'ai l'impression que ça me manque, ce côté amateur de YouTube en 2012 où, comme je disais, les mecs ils allumaient leur caméra, ils jouaient à la console, ils parlaient et nous on était trop contents, on découvrait un jeu. Et maintenant, quand tu prends du recul avec les gros youtubeurs jeux vidéo par exemple, la plupart c'est que des rediffs de Twitch. Ils vont pas lancer une vidéo en se disant ça c'est que pour YouTube en mode salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Je sais pas comment expliquer, mais moi je le vois comme ça. Je sais pas si ça s'est fait naturellement, on s'en est pas rendu compte, mais maintenant quand je regarde des contenus sur les jeux vidéo sur YouTube, c'est des rediffs de live, genre des perfs de Gotaga, ouais. Il n'y a plus de vraie création de contenu. Mais derrière, YouTube ne se consomme pas de la même façon. Aujourd'hui, c'est très cool aussi de voir des vidéos de 1h30, 2h qui étaient inconcevables à l'époque. Et on peut être nostalgique et c'est pour ça que ça change, c'est très bien. Et ça se trouve, dans 10 ans, on dira ah putain, le YouTube de il y a 10 ans, en 2024, il était super bien. C'est pour ça. Peut-être qu'on est des vieux cons en fait finalement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que comme pour la musique dans mes autres vidéos, ce côté nostalgique vous rappellera plein de souvenirs. Vous allez vous retomber sur des youtubeurs en mode putain, je l'avais oublié lui et tout. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Merci aux deux Lulu, Lucas et Lucien qui m'ont aidé aussi pour l'écriture, à faire les recherches parce que putain, la musique c'est simple hein, de faire des recherches parce que c'est des albums, t'écoutes et tout. Là, va chercher des vidéos de Squeezie en 2012. Oh là là là, c'est long. Merci à Gianni le monteur qui va faire encore une fois un travail incroyable. Et moi.
Merci à No Wave pour la prod et pour le décor. Vous avez vu, on a changé de décor un petit peu. Mais en fait, on n'a pas changé de décor, c'est juste qu'on a tourné la caméra. Normalement, je suis de l'autre côté. Hein. Mais en tout cas, c'est joli aussi, moi j'aime bien. Et encore une fois, merci beaucoup Emma de sponsoriser cette vidéo. N'oubliez pas le code de la housse, en plus du pourcentage qu'il y a pendant Black Friday. C'est une offre à ne pas louper. Donc merci énormément Emma. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, à laisser plein de commentaires. Toutes les vidéos là font des stats de zinzin, c'est énorme. Je vous remercie énormément. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si le contenu vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous. Buenas tardes, todos!